ici. Il est 13 heures. Donc, moi, je suis le docteur Anne-Claire Leprêtre. Je suis médecin référent à l'Agence de la biomédecine pour ceux avec lesquels je n'aurais pas eu l'occasion pour l'instant d'échanger. Je vous remercie aujourd'hui de vous être connectés pour participer à ce deuxième webinaire d'une série qu'on espère longue, qui a commencé le 13 janvier dernier, d'organisation de points d'échange entre l'Agence de la biomédecine et les professionnels de santé de l'ANP, l'ensemble de la communauté. À ce webinaire, aujourd'hui, ont aussi été conviés les membres de l'ARS. L'objectif de ces webinaires est de permettre une communication directe entre l'agence et les professionnels, donc dans un périmètre assez large, pour permettre d'échanger des informations sur des sujets d'actualité. Je vous précise que cette réunion va être enregistrée et que le replay de cette réunion sera disponible sur un lien YouTube de l'agence qu'on vous précisera si vous le souhaitez. Donc, on va revenir aujourd'hui dans l'ordre du jour sur la campagne des bus Fête des parents, sur à la fois son organisation et ses résultats. Et c'est Coralie Ménard qui est chargée de communication AMP à l'agence qui fera la présentation. On reviendra ensuite sur les éléments des précédentes enquêtes et pour que vous voyez un peu les chiffres nationaux. Et cette présentation sera faite par Audrey Marchand-Zébina, qui est biostatisticienne à l'agence. Ensuite, on vous redonnera les objectifs des deux enquêtes qui ont été récemment envoyées. Donc, une première enquête qui est l'enquête habituelle, même si elle a été un petit peu modifiée, on vous expliquera pourquoi. L'enquête habituelle de l'Agence de la biomédecine et une enquête conjointe qui a été lancée par la Fédération des sécos et l'agence, qui, elle, vous sera présentée par Bérangère Ducet. Voilà l'ordre du jour. On a jusqu'à 14h30 et je vous propose de commencer par la présentation de Coralie. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez la... Ah, non, on a commencé à merci. Pardon. Hop. Et si je fais ça? C'est bon. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous voyez mon écran. Donc, moi, je suis Coralie Ménard. Je travaille à la direction de la communication. Et donc, je pilote la communication sur l'AMP, le don de gamètes et la génétique. Et je travaille avec Hélène Duguay, qui est également connectée aujourd'hui et qui est en charge des actions avec la presse et avec les influenceurs. Donc aujourd'hui, on voulait vous faire un bilan du tour de notre opération phare qu'on a menée à l'automne dernier, qui est le tour Fête des parents. Alors cette présentation, elle a déjà été faite aux 10 centres qui ont participé à la tournée. Donc voilà, une petite redite pour vous, désolée. Pour commencer, je voulais vous rappeler que cette tournée en bus, elle s'est inscrite dans un agenda de communication plus vaste qu'on a déroulé tout au long de l'automne dernier. Donc, la première quinzaine de septembre, on a réalisé une campagne publicitaire que vous connaissez déjà, qui est Fête des parents, et qui est c'est une campagne géolocalisée. Donc, elle a été déployée autour des centres de dons. Elle permet de cibler les donneurs et les donneuses potentielles avec une surpondération de la cible homme, on recherche de manière très forte des donneurs de spermatozoïdes. Et il y avait également un volet auprès des professionnels de santé. Ensuite, la tour fête des parents qui s'est déroulée du 18 septembre au 11 octobre. Pardon, les dates sont erronées. Et puis, après la tournée, on a repris la campagne Fête des parents pour remettre encore la lumière sur le sujet. On a animé nos réseaux sociaux et nos sites internet. Et puis, en novembre et décembre, on a continué l'animation de nos réseaux sociaux. On a fait un partenariat avec un média qui s'appelle WeMom pour parler du don d'ovocytes plus particulièrement. Et puis, on a fait une campagne digitale de fin d'année avec notamment un déploiement
déploiement sur Doctolib. Et en parallèle, au mois de septembre, on a également fait une campagne auprès des populations de la Guadeloupe et la Réunion, avec un volet auprès du grand public sous forme de publi rédactionnel et de distribution de flyers, et un volet auprès des professionnels de santé. Vous êtes toujours sur la... Alors, attendez, pardon. Vous voyez pas mon... Ah oui, vous êtes toujours sur la... Alors, attendez, pardon. Comme ça. Et là, si c'est bon. Tu vois la bonne slide, mais tu vas... Et tu vas voir en plein écran? Ah, Ah oui. non. Non. Là, les slides, elles changent, mais vous ne les voyez pas en plein écran, c'est ça? Je ne sais pas comment je fais. On ne les voit pas en plein écran, non. Mais on les voit et on voit la dia 3. Bon, on y va comme ça, alors je suis désolée. Je suis désolée si voilà. Vous allez les voir dérouler, mais pas en plein écran, je suis désolée. Donc, pourquoi on a fait le tour fête des parents? On s'est appuyé sur les résultats du baromètre annuel de l'année dernière qui nous apprenait que 80% des personnes en âge de donner se déclaraient favorables au don de gamètes, que parmi ces 80% de personnes, il y avait 49% qui se disaient prêtes à faire un don d'ovocytes ou un don de spermatozoïdes. Mais pourtant, chaque année, on a seulement 1600 personnes qui vraiment deviennent donneurs. Donc, on a décidé de faire une tournée en bus, évidemment en lien avec les campagnes précédentes faites des parents. Le but, c'était d'aller à la rencontre sur le terrain des futurs donneurs de spermatozoïdes et futures donneuses d'ovocytes. C'était de donner de la visibilité au centre et montrer à ces futurs donneurs qu'en fait, les centres de dons, ils étaient juste à côté de chez eux. C'était de créer un événement local pour alimenter nos canaux de communication, c'est-à-dire nos réseaux sociaux sur Instagram et nos sites Internet. Et puis, c'était d'impliquer les acteurs locaux. L'objectif ultime, bien sûr, c'était de recruter de manière urgente et massive de nouveaux donneurs. Alors, On va essayer d'enlever le bandeau en lien avec une remarque qui a été faite dans le chat. Ça, que je le remonte, qui gêne pas là. ça, c'est mieux? C'est mieux comme ça? Non? Pas franchement. Eh ben non, parce que du coup, quand je passe mon diaporama, j'ai l'impression que vous ne voyez plus. Ah, peut-être. Non? Tu vois pas quand je fais des dessiner. Bon, désolé, on ne peut pas faire mieux dans l'état actuel des choses. Cette présentation, on va voir. Alors, donc pour faire venir, donc 10 centres ont été, 10 villes 10 villes ont été sélectionnées, ont été choisies pour accueillir ce tour fête des parents. Et pour faire venir les populations sur le bus, en amont, on devait faire de la communication. Et donc, de manière très concrète, il y a eu de l'affichage digital dans les centres-villes, dans les gares, dans les pharmacies, une campagne sur Doctolib, que vous pouvez voir un petit visuel en haut à droite. On a fait de l'achat sur des médias en ligne et des posts sponsorisés sur Facebook, Instagram et Snapchat, plutôt pour cibler la cible jeune. On a fait une campagne d'affichage classique avec des affiches dans les commerces de proximité. On a envoyé des SMS. On a réalisé un spot radio qui a été diffusé sur Deezer et puis sur une ou deux stations de radio locales dans chaque ville. Et on a fait de la communication sur nos sites internet et sur nos 2 comptes Instagram. On a également réalisé des clean tags, ce sont des espèces de tampons qui sont dans les rues. On a distribué des serviettes Crous auprès des étudiants. On a également diffusé des flyers. On a travaillé avec un acteur spécialisé dans le marketing ethnique et du coup, en amont du passage du bus, des personnes ont été dans des matchs de foot ou dans des festivals, dans des manifestations culturelles, distribuer nos flyers pour annoncer la venue du bus. On a fait des partenariats avec des e-influenceurs locaux.
qui annonçaient la venue de bus et qui ont fait des interviews le jour J avec des professionnels de santé ou des associations. Nos partenaires ont relayé nos actions sur leur site internet principalement, c'est-à-dire les associations, les CHU, les villes ou les universités. Et on a envoyé un communiqué de presse aux médias nationaux, mais également régionaux des 10 villes. Donc voilà, le tour, c'était 10 dates, 10 villes. Il y a plus de 30 professionnels de centres de dons qui se sont mobilisés pour être là le jour où le bus passait dans leur ville. On a une trentaine de témoins. On a également mobilisé une dizaine d'associations. Et comme je vous le disais, des influenceurs et des médias qui sont venus lors du passage du bus. Ce que ça a créé, eh bien, c'est un élan positif sur le don. Alors, en fait, après la tournée, on a demandé à chaque centre qui avait participé de nous donner le nombre de rendez-vous qu'ils avaient enregistrés. Et donc, il y a 8 centres qui nous ont répondu et on totalise un total de près de 600, un peu plus de 670 rendez-vous, de demandes de rendez-vous qui ont été faites. Et quand on compare au rythme habituel de rendez-vous que les centres ont chaque mois, là, les mois de septembre et le mois d'octobre, en fait, ce rythme moyen mensuel, il a été multiplié par 2 pour le don d'ovocytes, ou quasiment par 2,5 pour le don de spermatozoïdes. Et au-delà de ces demandes de rendez-vous, il y a aussi des milliers de personnes qui ont été sensibilisées, puisqu'il y a plus de 10 000 flyers qui ont été distribués. Il y a eu 7 800 échanges pendant la tournée, c'est-à-dire dans les 10 villes qui ont reçu le bus. Et ils prennent 1200 personnes qui se sont arrêtées au moins 5 minutes sur notre stand, sachant que 5 minutes, c'est la durée moyenne, mais pardon, c'est pas la durée moyenne. La durée moyenne, elle est de 14 minutes, mais en tout cas, les personnes qui venaient et qui s'arrêtaient, ils restaient au moins 5 minutes. C'était pas juste un petit passage de quelques secondes. Et cet élan positif que j'évoquais, il s'est vérifié sur d'autres canaux. Pardon, puisque sur nos 2 sites internet, Don Spermatozoïdes et Don d'ovocytes, le nombre de visites a été sur le site Don d'ovocytes, le nombre de visites a été multiplié par 6, et le nombre de visiteurs uniques par un peu plus de 5. Et vous savez, sur le site internet, il y a un formulaire de contact que les personnes elles peuvent envoyer pour demander un rendez-vous dans le centre de leur choix. Et donc sur le site Don d'ovocytes, il y a eu plus de 800 demandes de contact qui ont été enregistrées pour l'ensemble des centres. Donc c'est un chiffre multiplié par 2 pour les centres, mais de manière globale, les centres du cours, la hausse elle est un peu plus forte, mais en tout cas, cette hausse, elle a bénéficié à l'ensemble des centres. Et c'est ce qu'on a aussi observé pour le site Don de spermatozoïdes. Le nombre de visites, il a été multiplié encore plus fortement, mais parce qu'on part d'un petit peu plus bas de manière générale. Et là, on a eu 907 demandes de contact qui ont été enregistrées pour l'ensemble des centres et multipliées par 3 pour les centres qui ont participé à la tournée. L'élan positif, il s'est aussi manifesté sur nos réseaux sociaux. Donc, on a 2 comptes Instagram, Je donne mes ovocytes et Je donne mes spermatozoïdes. On a créé plus de 200 contenus, ce qui fait que, voilà, on peut estimer le nombre de personnes potentiellement touchées à 500 000 personnes. Mais surtout, ces contenus, ils ont créé ce qu'on appelle de l'engagement. Donc, c'est-à-dire que les personnes soit qui suivent ou qui ne suivent pas nos comptes parce que les contenus ont été sponsorisés, les personnes ont fait j'aime sur nos publications, elles ont commenté, elles se sont engagées, elles nous ont envoyé des messages directs, elles ont partagé. Et c'est quelque chose qui a été fait beaucoup plus fortement qu'habituellement sur nos réseaux sociaux. Et en e-influence, comme je vous le disais, 15 partenariats avec des influenceurs locaux. Et on a aussi réalisé une vidéo avec le youtubeur Ludovic B, qui a fait un entretien, qui a rencontré un donneur et qui a rencontré aussi l'équipe du centre de Bondy. Et c'est une vidéo qui, aujourd'hui, comptabilise 194 000 vues. 194 000 vues. Les médias étaient aussi au rendez-vous pour parler du tour. Donc, il y a certains médias qui se sont déplacés, notamment un certain nombre de médias nationaux dans la première ville du tour et ensuite beaucoup de médias régionaux, un peu plus dans certaines villes que d'autres. Mais au total, on comptabilise plus de 70 retombées presse. Donc, ça veut dire des articles en presse écrite, des reportages à la télé, à la radio ou des dépêches d'agence dans des médias nationaux et régionaux. Et on a réalisé 65 interviews, donc des interviews de professionnels des centres qui étaient présents lors du tour, des témoins, donc des donneurs, des personnes qui avaient reçu, qui étaient aussi présents dans les villes, et des représentants d'associations, ainsi que des porte-parole de l'agence. Ce que les articles mettaient en avant, c'était le manque de dons d'ovocytes et de spermatozoïdes, et donc le fort besoin de nouveaux donneurs qui en découlent. Et puis, on annonçait certains également la campagne qui a été mise en place pour inciter aux dons. On a réalisé pendant l'opération et après l'opération, on a réalisé une mesure d'impact
Donc, en fait, c'est une enquête sur un faible échantillon, mais en tout cas pour prendre la température de comment a été accueillie cette opération qui était inédite. C'est la première fois qu'on la mettait en place pour le don de gamètes. Donc, on a un échantillon d'une centaine de personnes qui nous ont répondu. Ce qu'on voulait savoir, c'est si justement ce qui leur avait paru marquant dans cette opération. Donc, il y a 63% des personnes qui nous disent que avoir eu des informations sur le manque de dons ou le nombre de personnes en attendant un don a été marquant. Et il y en a 36% qui nous disent qu'avoir été sollicité de manière directe a été marquant. Donc, c'est aussi ce qu'on cherchait à mesurer pour voir l'efficacité et la pertinence de cette opération. Donc, l'approche directe, elle semble vraiment avoir été appréciée. On a demandé aux personnes qui sont venues à cette campagne si le fait après avoir reçu ces informations, ce qu'ils prévoyaient de faire. Donc voilà, on voit que c'est une campagne qui a incité à échanger. Les personnes disent échanger avec des personnes, se connecter sur les sites internet, parler à un professionnel de santé. Donc on voit que le sujet, en fait, il infuse dans les conversations des personnes, que ce soit avec leur entourage ou des professionnels de santé. C'est une campagne qui, en plus de donner envie de concrétiser l'intention de donner en action, c'est aussi une campagne qui a donné envie de s'informer. Et quand on demandait, après avoir lu, vu ou entendu les informations que vous avez reçues, direz-vous que vous vous sentez, donc il y a 53% des personnes, un répondant sur deux qui se sentent plus concernés après avoir participé à l'événement. C'est un score qui est en hausse par rapport, quand on pose toujours cette question après les campagnes publicitaires, la campagne publicitaire Merci ou la campagne Fête des parents. Et là, le 53%, c'est un score qu'on n'avait jamais atteint avec les campagnes précédentes. Et enfin, une personne sur deux qui, ayant été exposée au roadshow, se dit prête à faire un don. Voilà. Et donc, ce qu'on voulait dire, c'est un dispositif local qui semble aussi développer le bouche à oreille, puisque quand on demande où les personnes ont lu ou entendu des informations sur le don de gamètes, alors via une publicité sur Internet, mais aussi il y a 30% des personnes qui répondent par le bouche à oreille. On a également eu des retours positifs des centres mobilisés. Tous n'ont pas eu les mêmes résultats. L'effet x2 ou x2,5, elle n'est pas visible. Elle est visible dans tous les centres, mais en tout cas à des échelles plus ou moins fortes. Mais voilà, les centres qui ont été mobilisés sur le tour sont plutôt satisfaits des résultats, que ce soit grâce à la campagne menée en amont, pendant le bus ou la campagne menée après. En résumé, nous, et à écouter les retours des associations à qui on a aussi présenté ce bilan et des professionnels des centres de dons mobilisés, on en ressort un bilan positif pour cette première, qui est vraiment venue comme un point d'orgue aux campagnes d'information et de mobilisation qui avaient été menées avec Fête des parents. On observe un effet, on l'a appelé effet booster, tout est relatif, mais quand même un petit effet d'accélération sur les demandes de rendez-vous sur la période septembre-octobre pour les 10 centres mobilisés sur le tour, mais pas uniquement. C'est un dispositif local qui a aussi fortement contribué à sensibiliser notre public cible. C'est une opération qui a suscité des réactions de nos cibles, dans la hausse des visites sur nos sites, dans l'engagement sur les réseaux sociaux. C'est une mobilisation qui a été clé des équipes médicales. On a eu beaucoup de retours très positifs sur le fait que les équipes médicales se soient mobilisées et puis être en contact direct avec des donneurs potentiels. Le digital a été un atout fort pour donner une visibilité plus large, en fait, pour aller au-delà de cette opération et créer une caisse de résonance sur le don de gamètes. Et du coup, fort de ces constats, on voulait aussi vous dire qu'on repartait pour une deuxième édition du Tour Fête des parents sur la même période. Les critères sont encore... on fait aussi le bilan de notre côté sur les contraintes, les axes d'amélioration, les éléments très positifs. Donc voilà, vous serez bientôt sollicité par mail avec les critères pour vous engager. Mais en tout cas, voilà, dès à présent, si vous le souhaitez, vous pouvez réfléchir à l'intérêt que vous pourriez porter à cette deuxième édition. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci Coralie pour cette présentation. Si vous avez quelques questions, des remarques sur cette présentation. L'objectif étant évidemment de permettre de compléter et de constituer le stock de paillettes
nouveaux donneurs de spermatozoïdes pour permettre d'assurer la prise en charge après le 31 mars 2025. On avait un deuxième point à évoquer. Si vous n'avez pas de questions, après, vous pouvez les poser dans le chat et on pourra les prendre aussi dans un temps d'échange qui est prévu à la fin si vous avez des regrets. On voulait aussi vous faire un petit sondage sur les différents supports de communication qui sont mis à votre disposition par l'agence. L'objectif de ce sondage est d'évaluer en fait les plaquettes dont vous faites usage ou pas. Et certaines d'entre elles devraient faire l'objet d'une mise à jour dans l'année à venir. Donc, il nous semblait intéressant de connaître les plaquettes que vous utilisiez le plus, celles qui peut-être vous semblaient les plus obsolètes. Donc, on vous propose de remplir le sondage qui a été affiché. Voilà, on a listé toutes les brochures qui existent. Aujourd'hui, on a 12 ou 13 brochures, je crois, qui existent. Donc, notre volonté, c'est de savoir déjà si vous les connaissez et puis si vous les utilisez, nous, ça va nous permettre, comme disait Anne-Claire, de savoir celles qu'on doit mettre à jour de manière urgente, celles qui peut-être finalement sont pas si utiles que ça, etc. Mais voilà, si vous pouviez, vous allez voir, c'est un tout petit peu long. En fait, il faut que vous fassiez défiler parce que on aborde toutes les brochures. Mais voilà, si vous avez quelques secondes, ce serait super. Est-ce que tu veux? On voit votre question sur le chat sur le pourcentage d'augmentation de dons réels dans chaque catégorie. On n'a pas encore les chiffres de dons. Ils seront présentés lors du comité de suivi du plan le 31 mars. C'est un des éléments de l'enquête qui a été adressée au centre. Et donc, ça nous permettra de comparer les chiffres de 2023 versus les chiffres de 2024. Mais le lien direct, en fait, entre l'augmentation des dons enfin, du nombre de donneurs et la campagne sera difficile à établir. Voilà, ce d'autant que peut-être certains donneurs auront été qualifiés plutôt début 2025 qu'en 2024, mais en tout cas, on aura une évaluation indirecte par les résultats de l'enquête qui a été lancée. Alors, Pardon. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une hausse des demandes de rendez-vous qui ont été faites auprès notamment des 10 tours, des 10 centres. Les 10 centres qui participaient au tour nous disaient que déjà avec la campagne, avant même l'arrivée du bus, le nombre de rendez-vous augmentait dans leur centre. Après, c'est vrai que c'est compliqué de faire le lien entre le succès du tour Fête des parents et le nombre de donneurs finalement recrutés parce que en fait, ça peut être le tour fête des parents, mais ça peut être un reportage qu'ils ont vu à la télé, ça peut être la campagne, ça peut être le SMS qu'ils ont reçu. Ils sont pas venus sur le tour, mais finalement, ça les a quand même décidés à. Il leur manquait plus que ça pour s'inscrire et c'est ça qui a fait, qui a permis de transformer en action. Donc, c'est toujours un peu compliqué de faire le lien, mais en tout cas, oui, comme je disais, il y a un élan, il y a quelque chose qui s'est passé cet automne. Alors, je me permets de reprendre certaines des questions qui sont dans le chat pendant que vous remplissez le sondage. Donc, les critères de choix des villes, ils s'étaient faits sur des critères de répartition géographique. D'abord, on avait fait un appel à candidature. Il y avait un peu plus de candidats que de possibilités de retenir et de faire passer le bus dans chacune des villes. Donc, on avait ensuite cherché à répartir sur l'ensemble du territoire. Le deuxième critère, en fait, était la possibilité pour les centres dont les effectifs sont parfois contraints de mettre à disposition le jour du bus du personnel, à la fois médical et paramédical, pour permettre de répondre aux questions des candidats d'honneur et des candidates donneuses qui pouvaient être rencontrés sur le bus. Donc, c'était ça les deux principaux critères de sélection. Voilà, donc là, on verra en fonction des candidatures et une priorité sera très probablement accordée à ceux qui n'ont pas encore bénéficié de cette opération et qui seraient candidats cette année. Puis-je reposer ma question? Les Alors, sécurités. j'étais en train d'en prendre connaissance. En fait, il ne s'agissait pas de les.
Alors allez-y, pardon, Joël, je vous ai... Non, je voulais juste te dire, et pour les centres de dons d'ovocytes non sécos, j'avais bien compris qu'on était éliminé la première fois de la campagne. J'ai qu'à Saint-Cloud, il y a Boulogne qui est une très grosse ville, et Saint-Cloud, où on pourrait avoir faire une grosse manifestation, mais pour le don d'ovocytes. Parce que même si maintenant, je sais bien que tous les centres ont le droit d'auto-conserver aussi du sperme de donneur, c'est pas exactement la même chose. Donc, est-ce que ce serait possible d'envisager aussi que les centres non sécos puissent participer? En fait, il ne s'agit pas il s'agit de cibler une ville, hein, et de cibler le don en général. Donc, et par ailleurs, c'est sans lien avec l'affiliation ou pas SECOS. Donc, il s'agit de faire la promotion du don de manière générale. C'est vrai que là, il y avait un axe fort sur le besoin en don de spermatozoïdes en raison, une fois de plus, du changement de régime à compter du 31 mars 2025. Donc, si une opération, et là, il n'y en a pas eu, enfin, il y a eu Bondy, mais voilà, qui était peut-être un peu excentré par rapport à Saint-Cloud, mais s'il y avait une opération globale Île-de-France, il va sans dire que toutes les personnes qui seraient prêtes à participer pour favoriser le don seraient les bienvenues sur l'opération. Mais Global Île-de-France, honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Bondy-Saint-Cloud, ça doit être 2 heures ou 3 heures en Oui, transport. on est bien d'accord, mais s'il y avait une opération plus centrale, par exemple, peut-être qu'on pourrait imaginer. C'est pour ça que ça ne peut pas organiser comme ça, puisque on a cette année travaillé avec Bondy, mais on pourrait tout à fait envisager de faire différemment lors d'une prochaine une opération ultérieure. Je mets fin au sondage si ça vous convient. Alors, je vous propose de passer au deuxième point de cet ordre du jour et donc de passer la parole à Audrey Marchand-Zébina pour vous faire une présentation sur les données de la dernière enquête de suivi de la loi de bioéthique. Donc, désolée d'ailleurs, dans l'invitation, nous avons une remarque sur ce sujet. Donc, la LBE, c'est la loi de bioéthique, ABM, c'est l'Agence de la biomédecine. On a laissé quelques acronymes. Voilà, donc toutes nos excuses sur ce point. Audrey, je te propose de te laisser la parole si c'est bon pour toi. C'est bon pour moi et si vous voyez l'écran, c'est aussi parfait. Je te remercie, Anne-Claire. Donc du coup, pour moi, je vais vous faire petite restitution du résultat des enquêtes et vous réexpliquer un petit peu le contexte de ces enquêtes. Je ne sais pas si vous êtes tous informés, mais au sein de l'Agence de la biomédecine, on a des instances de suivi et notamment on a un comité de suivi, on avait un comité de suivi de la mise en œuvre de la loi de bioéthique et aujourd'hui on a un comité de suivi du plan ministériel de la direction qui s'occupe notamment des activités d'AMP, qui est la direction procréation, embryologie et génétique humaine. Et ce comité de suivi, enfin ces comités de suivi sont pilotés par la directrice de l'Agence de la biomédecine. Et dans ce cadre-là, pour alimenter les réflexions et suivre l'impact des évolutions législatives, évaluer l'adéquation entre l'offre et le besoin, recenser l'ensemble des difficultés que vous rencontrez sur le terrain, nous avons réalisé depuis 2021 plusieurs enquêtes de suivi d'activité, dont des enquêtes qui concernaient les moyens pour essayer de modéliser des aides à la contractualisation. Donc voilà, l'objectif c'est un suivi et aussi c'est une information à nos tutelles, notamment la Direction générale de la santé, la Direction générale de l'offre de soins. On souhaite aussi impliquer les ARS qui sont eux conviés dans ces comités de suivi. Dans ces enquêtes, on les a adressées principalement au centre de dons d'ovocytes et spermatozoïdes et on s'est aussi attardé à suivre l'activité d'AMP, enfin d'autoconservation des ovocytes. Donc voilà, on a une enquête qui est partie il y a déjà 10 jours vers ces mêmes acteurs pour essayer de recueillir, de continuer, de poursuivre le recueil de l'activité et de recueillir toute l'année un bilan d'activité de 2024. Avec une particularité dans ce bilan, c'est qu'on va essayer de faire
un bilan des stocks de paillettes. Alors, on l'a déjà fait dans les précédentes enquêtes, mais on a complété un petit peu notre enquête cette fois-ci pour recueillir des informations légèrement différentes. Donc, l'enjeu là de ce suivi des stocks de paillettes, et notamment de l'ancien stock, c'est d'essayer de faire un état des stocks au 31 décembre 2024. Aussi, on vous a demandé quelque chose qu'on n'avait jamais encore demandé, c'est que pour chaque donneur, de nous restituer un petit bilan, de savoir si les paillettes du donneur avaient déjà été délivrées, est-ce que les donneurs avaient déjà eu des enfants. L'objectif, c'est d'avoir une petite visibilité sur les anciens stocks et ce qui potentiellement pourrait être détruit. Est-ce que ces stocks ont été utilisés au moins une fois? On va essayer aussi d'avoir un bilan sur les nouveaux stocks de paillettes pour essayer d'estimer les ressources et évaluer si on a une autosuffisance sur le territoire et pour quelle durée. Ça, c'est l'objectif hein, des enquêtes et des questions qui vous sont adressées. Autre point qui change un petit peu par rapport aux enquêtes précédentes, c'est qu'on va faire un bilan d'étape sur la mutualisation des paillettes de spermatozoïdes d'Ancien Régime. Alors, je ne sais pas, mais je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'Agence de la biomédecine a piloté une mutualisation des paillettes de spermatozoïdes d'Ancien Régime dans l'objectif de détruire le moins possible de gamètes et de permettre de répondre à une demande qui était assez forte. Et donc voilà, en parlant de demande assez forte, donc du coup, je vais vous montrer les résultats qu'on a pu avoir, quelques informations, quelques données de ces enquêtes. Première partie que je voulais vous montrer, c'est l'activité d'autoconservation non médicale des ovocytes. On a eu quand même un gros impact de cette modification législative sur les activités d'AMP. Vous avez ici sur ce graphique une évolution semestre par semestre du nombre de demandes de première consultation en vue d'une autoconservation non médicale d'ovocytes. Vous avez les premières consultations, le nombre de premières consultations qui ont été réalisées. Donc, on a aussi recensé le nombre de personnes qui ont bénéficié d'une autoconservation. Donc, ce qu'on observe, c'est que en 2 ans et demi, on a eu près de 26 700 demandes de première consultation, ce qui est un chiffre qui est assez important, lumineux. Et vous le voyez bien sur les graphiques, c'est qu'on a au cours du temps une augmentation de ces demandes. Près de 10 000 demandes en 2022, 15 000 en 2023. Plus le temps passe, plus le volume de demandes augmente. On s'aperçoit que les équipes ont répondu présent et ont augmenté le nombre de consultations, parce qu'on voit une évolution des personnes qui ont pu bénéficier d'une première consultation. Et au total, on a eu 11 000 consultations réalisées, enfin, au moins 11 000 premières consultations réalisées. Donc, on est loin des 26 000 demandes de prise en charge qui ont été formulées, mais ça reste un chiffre qui est assez important. Au total, près de 6 000 personnes ont pu bénéficier d'une autoconservation. Voilà ce qu'on a comme bilan. Ce qui nous importe au sein de la journée de médecine, c'est aussi de regarder les délais d'attente. Et on demande dans ces enquêtes le délai entre la première prise de rendez-vous et la première conservation d'ovocytes. Ce délai, on l'a demandé à l'ensemble des équipes. On s'aperçoit que c'est un délai qui est hétérogène au sein des équipes pour des motifs qui sont variés, qui ne dépendent pas du volume de demandes de prise en charge qui sont adressées aux équipes. Et ce qu'on voit au cours du temps, c'est qu'on a au fil du temps des augmentations de ces délais. Donc en moyenne, au 31 décembre 2023, on avait un délai moyen de 10 mois entre la prise de rendez-vous et la première autoconservation. Avec, pour l'Île-de-France, des délais moyens qui sont
plus élevé, on est à 14 mois. Donc on a mis en avant les délais de l'Île-de-France et l'activité de l'Île-de-France parce que c'est la région qui a reçu le plus de demandes. 60% des demandes enregistrées au niveau national ont été enregistrées par les équipes d'Île-de-France, sachant qu'on sait que je sais plus ce que je voulais dire, excusez-moi. Euh, donc voilà sur ce point-ci. Euh, pour l'activité d'AMP avec don de spermatozoïdes, je vous ai mis aussi quelques retours de ces enquêtes avec, dans un premier temps, le volume de demandes de demandes pour une AMP avec don de spermatozoïdes. Donc au total, en 2 ans et demi, on a recensé près de 35 600 demandes de prise en charge, des demandes qui sont sur un plateau quand même assez haut. Et donc, pour l'instant, on voit une légère diminution en 2023, mais on pense que cette diminution, enfin, qu'on n'aura pas spécialement une diminution pour 2024. On est sur un plateau qui était assez haut. Euh, pour pouvoir répondre à ces demandes, il faut des ressources. Et là, vous avez du coup l'évolution depuis 2016 du nombre de donneurs qui ont été validés par les équipes. Ce qu'on aperçoit sur ce graphique, c'est qu'on a eu une augmentation du nombre de donneurs après donc du coup la promulgation de cette nouvelle loi de bioéthique. Donc déjà, c'est le premier point important, c'est qu'on n'a pas de baisse du nombre de donneurs. Par contre, par rapport aux 35 000 demandes, le nombre de donneurs validés, il est complètement, il est trop faible pour pouvoir répondre aux demandes. Je vous l'ai dit que c'était un point important. On essayait de regarder l'état des stocks de spermatozoïdes. Donc, ça nous a permis notamment de partir un petit peu les paillettes sur le territoire avec cette opération de mutualisation des paillettes ancien régime. Et on a fait dans la dernière enquête un bilan des stocks au 31 mars 2024. Donc, 31 mars 2024, c'était volontaire. C'était un an avant le changement de cuve, enfin, qui va arriver au 31 mars 2025. Donc au 31 mars 2025, vous ne pourrez plus utiliser des paillettes de donneurs ancien régime. Donc ce bilan-là nous permettait de voir qu'il restait encore quelques paillettes dans les cubes, quelques paillettes de donneurs ancien régime. Et ça nous permettait aussi sûrement de voir l'évolution de la constitution du stock de paillettes nouveau régime. Et au 31 mars 2024, on avait 52 000 paillettes en stock, dont 29 000 qui étaient de qualité permettant une utilisation pour une insémination, avec des stocks qui sont très variables selon les équipes. Là, on montre un bilan national, mais selon les équipes, le recrutement des donneurs n'est pas aisé pour certains. D'autres ont plus de chances et des listes d'attente assez importantes. Ce qu'on a essayé de recenser aussi, c'est surtout l'impact sur l'activité des centres d'AMP, donc du coup le nombre de premières consultations qui ont pu être réalisées. Donc là, au total, en 2 ans et demi, on a près de 20 000 premières consultations qui ont été réalisées et 7 000 premières tentatives réalisées, sachant qu'on voit une vraie montée en charge de l'activité. Donc, on a de plus en plus de personnes prises en charge, sachant que j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que ces données concernent uniquement les nouveaux publics, donc les couples de femmes et femmes non mariées.
c'est l'impact de l'arrivée de ces nouveaux publics sur l'activité d'AMP. Et pareil, cette information, j'ai oublié de vous la dire aussi pour la diapositive pour les demandes de première consultation. Ce qu'on a ici visé, c'est uniquement les demandes des couples de femmes et des femmes non mariées. Sachant qu'avant la loi de bioéthique, les demandes de prise en charge pour une AMP avec don de spermatozoïdes, elles étaient de l'ordre de 2000 par an. Je vous ai parlé de montée en charge au niveau des équipes de l'activité. Là, ce graphique montre le nombre de ponctions et d'inséminations qui ont été réalisées pour des couples de femmes et des femmes non mariées. Donc, on a débuté avec 600, 700 tentatives au premier semestre 2022 pour avoir au deuxième semestre 2023 6000 tentatives. On a une forte progression de l'activité des équipes. Et donc, du coup, des personnes qui ont pu bénéficier d'une AMP avec don de spermatozoïdes. Un élément important, c'est qu'on a voulu nous recenser les listes d'attente pour une AMP avec don de spermatozoïdes, ce qu'on ne faisait pas dans le cadre des remontées d'informations avant les enquêtes. Parce qu'on supposait que cette activité, avec des stocks suffisants, pour cette activité, on avait très très peu de listes d'attente, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec le volume de demandes qui émanent des couples de femmes et des femmes non mariées. Donc au 31 décembre 2023, on avait près de 7600 personnes en liste d'attente d'une AMP avec don de spermatozoïdes, dont 38% couples de femmes et 44% de femmes non mariées. Donc vous avez vu, cette liste d'attente est en évolution. On était à près de 3000 personnes en liste d'attente en 2022. Juste un petit mot sur les couples hommes-femmes et sur leur prise en charge. L'idée de ce graphique, c'était essayer de regarder si on avait eu un impact de l'arrivée des nouveaux publics sur la prise en charge des couples hommes-femmes. Donc voilà, donc ce qu'on voit, c'est une petite diminution en 2023 du nombre de tentatives, donc c'est la dernière partie de ce graphique, et pareil pour les consultations et l'accès à la première tentative, sachant que le nombre de premières demandes de consultation, lui aussi, a diminué. Les délais de prise en charge, ce sont des délais aussi qui sont regardés pour l'activité d'AMT avec don de spermatozoïdes. Ce qu'on voit, c'est que depuis qu'on réalise ces enquêtes, on a une augmentation de ces délais. On était au 31 décembre 2021 à un délai de prise en charge qui était de 12 mois au niveau national. On est à 15,5 mois au 31 décembre 2023 avec de fortes disparités sur le territoire. Au minimum, on a des équipes qui ont des délais de 7 mois, jusqu'à des équipes qui ont des délais depuis de 3 ans. La médiane, elle est à 14,5 mois, donc elle est assez proche de la moyenne. Et ces délais, donc là j'ai parlé des délais, et ces délais, les délais qu'on a visés, c'était le délai entre la première prise de rendez-vous et la première tentative. Quelques infos sur l'AMP avec don d'ovocytes et notamment le recrutement des donneuses. Est-ce qu'on a eu un faiblissement du nombre de donneuses depuis la promulgation de la loi bioéthique 2021? Donc nous, pour le moment, on l'observe pas tout à fait. On avait en 2022 une augmentation du nombre de donneuses et une augmentation qui se poursuit en fait depuis un bon moment. En 2012, on était à 420 donneuses. 2023, on commence à avoir peut-être une petite alerte avec 888 donneuses, mais à voir sur l'activité 2023 si cette diminution, elle se poursuit. Un élément important qui a toujours été demandé aux équipes par l'Agence de la biomédecine, c'est les listes d'attente pour une AMP avec don d'ovocytes.
au 31 décembre 2023, on avait près de 2400 personnes en attente d'une AMP avec don d'ovocytes. On a un délai qui est assez stable en fait depuis qu'on recueille cette info, avec du coup 2100 couples hommes-femmes et des couples de femmes et des femmes non mariées qui vont, elles, accéder à une AMP avec double don et qui commencent à arriver et faire grossir un peu la liste, avec notamment 220 femmes au 31 décembre 2023 qui étaient en liste d'attente, femmes non mariées. Les délais de prise en charge, pareil, on a essayé de regarder les délais moyens entre la prise de rendez-vous et la première attribution de vos sites. On a des délais qui sont de 24 mois au 31 décembre 2023. On était plutôt à 23 mois au cours de l'année 2021 et 2022 et antérieure. Là, on a peut-être eu une évolution à l'augmentation du nombre du délai moyen. Voilà pour ces quelques chiffres et je vous remercie de votre attention. Je suis à l'écoute pour des questions. Anne-Claire, je ne sais pas si tu veux. Alors, Pardon, alors on n'avait des pas remarques. rallumé le micro de D'accord. l'autre côté et j'étais en train de parler, pardon. Donc je vous disais que j'allais vous laisser la parole pour les questions que vous jugeriez utiles et me permettre de répondre à celles qui sont d'ores et déjà apparues dans le chat. Quant au fait que les questions des enquêtes puissent parfois être un peu ambiguës, on en est conscient. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on voulait, si vous avez déjà commencé à remplir l'enquête qui vous a été précédemment envoyée, répondre en direct aux questions que vous pourriez avoir. Par ailleurs, on sait aussi qu'un certain nombre des indicateurs sont imparfait, en particulier effectivement sur la file d'attente. Effectivement, il y a une partie de la population qui n'est pas comptabilisée et qui peut être aussi en demande, qui n'est pas comptabilisée via le mode enfin, la façon dont on compte. Donc ça, on en est aussi conscient. On n'a pas les chiffres du premier semestre 2024 parce qu'on a fait le choix cette fois-ci de ne faire qu'une enquête annuelle et non pas semestrielle comme on l'avait fait auparavant. Pour quelle raison? Pour vous éviter d'avoir à saisir deux enquêtes. Alors on aura un bilan annuel, voilà, et non pas un bilan semestriel comme ça avait été le cas. Euh, voilà, donc pour les naissances vivantes, donc la question a été posée là, sur l'enquête 2024. Évidemment, on sait bien qu'il y a des grossesses en cours, mais on veut bien quand même les naissances qui ont d'ores et déjà eu lieu avec les paillettes anciens donneurs pour pouvoir évaluer dans le cadre de la mutualisation ce que ça a permis de réaliser. Donc, on sait bien que ce sera un chiffre partiellement erroné, une fois de plus, puisque il y a d'autres naissances qui suivront. Voilà les premières questions qui me semblaient avoir vues. Peut-être Audrey, tu veux compléter, sinon je propose de donner la parole à Joël qui a levé la main. Non, j'ai rien à compléter. Après, je suis plutôt tout à fait d'accord sur peut-être le potentiel sous-estimation du nombre de demandes ou la difficulté à recenser cette information. On le sait très bien. On veut avoir une visibilité peut-être approximative de l'impact sur les équipes et on sait que c'est peu précis ce qui est demandé. Bah, moi, je voulais dire qu'à chaque réunion du comité ministériel, je redis qu'on ne peut pas tenir compte de ce nombre de premières demandes. Quand on voit les femmes en consultation dans la vraie vie, elles nous disent toutes, ça fait des mois que j'essaye, j'ai téléphoné partout, personne ne me répond, il n'y a pas de rendez-vous sur Doctolib. Je pense que on se réconforte faussement à dire on a finalement fait tant de consultations par rapport aux demandes. Je crois qu'il faudrait avoir l'honnêteté de dire il faut supprimer cet item, nombre de premières demandes, où personne ne le sait.
c'est en vrai. Donc, je trouve qu'il n'a pas de sens. Le nombre de premières consultations réalisées a un sens. Après, on peut faire des enquêtes dans chaque centre. Moi, j'ai essayé sur un mois pour demander le délai entre le moment où elles ont téléphoné, le moment du premier rendez-vous et le moment de la ponction, en donnant l'enquête le jour de la ponction. Ça, sur un mois, on ne peut pas vous le faire tout le temps, mais demandez-nous à chacun, pardon, de faire l'enquête sur un mois, on aura des données précises. Mais sinon, il faut arrêter des choses. Et puis le deuxième point, il faut arrêter de comparer les premiers et les deuxièmes semestres, parce que je rappelle que dans le deuxième semestre, il y a juillet-août, et que systématiquement, on a moins d'activités et on est en vacances. Donc quand on dit qu'il y a moins de demandes au deuxième semestre, ça ne veut rien dire. Le deuxième semestre, il est efficace sur 4 mois ou 4 mois et demi. Donc il y a des fausses interprétations. Voilà. Et puis bon, d'accord, merci beaucoup. Alors, Claire, si vous ne nous avez pas donné de chiffres 2024 parce que j'avais oublié que vous ne nous aviez rien demandé à la première moitié de l'année. Mais c'est un petit peu dommage d'avoir des données 23 maintenant. Voilà. Mais merci beaucoup pour la réunion, pour toute l'équipe. Merci, Joël. Je vous propose de continuer à poser les questions dans le chat et puis on essaiera d'y répondre après la présentation de Bérangère. Bérangère, est-ce que c'est bon pour toi peut-être qu'on... Oui, bonjour, je suis là. Attends, je partage, vous me direz. Alors, on va mettre ça. Et... Vous voyez pas en plein écran, je pense. Pour On voit l'instant, on surtout voit pas pas. encore Bérangère. On voit rien là pour le moment. Et là? Non. Toujours pas. C'est pour ça que je me permets de te répondre. Attends. Ça vient pas là. Ouais, mais c'est Audrey, Magic Audrey. Merci Audrey. Bonjour à tous. Donc moi je suis Bérangère Ducrot, je travaille au CHU de Lille et je vous présente une enquête que vous avez dû recevoir ou que votre responsable de centre a dû recevoir il y a maintenant une bonne semaine, 10 jours. Une enquête plutôt Fédération des sécos que nous avons partagée avec l'Agence de la biomédecine pour une diffusion et une utilité plus large. Donc, c'est une enquête que nous avons réalisée avec l'équipe du CHU de Nantes, Sophie Miraillet et Sophie Loubersac, Arnaud Régnier de la clinique privée de Nantes, et puis Anne-Claire Leprêtre de l'Agence de la biomédecine. Donc, cette enquête a plusieurs objectifs. Objectif premier était de pouvoir répondre, de nous donner matière à animer 2 ateliers lors du prochain séminaire des sécos qui va avoir lieu fin mars prochain. 2 ateliers, un premier atelier médico-technique sur l'optimisation et la préparation des paillettes en vue d'insémination avec spermatozoïdes de donneurs. Et un deuxième atelier médico-administratif sur l'organisation du don de spermatozoïdes primaires et secondaires avec les centres extérieurs. On a souhaité que ces échanges soient un peu plus larges qu'au niveau de la Fédération des sécos. Donc c'est pour ça qu'on a intégré tous les centres clinico-biologiques et tous les centres autorisés au don, pour pouvoir élargir les échanges entre professionnels et puis penser à l'avenir à une simplification des parcours de prise en charge en AMP, notamment avec tiers donneurs, et une optimisation des préparations de dons de spermatozoïdes pour réduire, si on peut, les délais d'attente. Certains d'entre nous ont intégré le groupe de travail de l'agence AMP avec tiers donneurs et donc on s'était dit que ça pouvait aussi répondre et éviter d'avoir une nouvelle enquête dans les mois prochains. Donc répondre aux demandes, de pouvoir peut-être élaborer des recommandations et de pouvoir nous aider aussi aux pratiques, notamment dans cette spécificité concernant la préparation des paillettes de donneurs et l'utilisation des paillettes de donneurs. Et ensuite, ça permettrait aussi, alors ça, l'Agence de biomédecine vous donnera un peu plus de précision si vous le souhaitez sur le règlement européen SOO, qui va devoir être mis en œuvre en mai 2027, et donc pour lequel ça permettrait aussi d'avoir un état des lieux et d'évaluer les besoins pour pouvoir mettre ça en place de manière optimale. Je veux bien, merci. Donc l'enquête a été envoyée via l'Agence de la biomédecine le 23 janvier dernier. Elle a été envoyée à tous les responsables de centres autorisés au don de spermatozoïdes, centres non autorisés au don de spermatozoïdes
et tous les laboratoires autorisés à la préparation des inséminations, avec plusieurs volets en fonction des autorisations. Donc, si le centre est autorisé au don de spermatozoïdes, c'est-à-dire à accueillir les donneurs de spermatozoïdes, il y avait les différents blocs concernant la préparation des dons, le recrutement des donneurs, etc. Si le centre n'était pas autorisé au don de spermatozoïdes, uniquement apparaissent les blocs sur l'utilisation si le centre réalise des inséminations avec don de spermatozoïdes. Une relance est prévue via l'Agence de la biomédecine, la Fédération des sécos, la Fédération des BLEFCOF lundi. Alors celui via les BLEFCO est déjà parti hier, pour ceux qui n'avaient pas encore répondu. Et si vous le souhaitez, nous pourrons communiquer les résultats après le séminaire de mars pour pouvoir partager toutes ces informations. Je pense que Audrey, tu mets le lien, tu arrives à mettre le lien dans le chat? Ouais, Ouais, super. Et sinon, il y a le QR code sur chaque diapositive qui vous mène au questionnaire. Sinon, tu peux passer à la diapo suivante si tu arrives à faire plusieurs choses en même temps. Merci beaucoup. Un petit bilan, alors c'est vraiment un petit peu un bilan hâtif, un bilan du recrutement à 10 jours. Donc l'agence de biomédecine a envoyé 288 mails pour 170 centres et laboratoires. Il faut savoir qu'il y a plusieurs entités, des centres et laboratoires qui sont en fait de la même entité. C'est pour ça que les chiffres ne correspondent pas. Aujourd'hui, nous avons reçu 33 questionnaires, donc ce qui nous fait un taux de participation de 19%. Nous souhaitons, pour pouvoir exploiter et puis pour pouvoir avoir vraiment des choses concrètes, un taux de participation de 50%. Donc, on a une bonne adhésion des centres, mais on espère pouvoir améliorer le taux de réponse. Donc, la relance est prévue lundi et on élargit les possibilités de répondre aux questionnaires jusqu'à fin février. C'est Sophie Loubersac qui coordonne ce questionnaire. Vous avez d'ailleurs son adresse mail dans le mail du questionnaire. Donc, il y a eu 2 problèmes techniques qui ont été rapportés. Il ne faut pas hésiter à lui envoyer un mail. Donc, sur un nombre de caractères insuffisant sur les questions libres. Donc, ça a été corrigé. Et si jamais votre navigateur ne vous permet pas de répondre au questionnaire, n'hésitez pas à envoyer un mail à Sophie. Elle vous enverra soit une version par mail ou voilà. Elle sera bien arrangeante. Quelques résultats préliminaires, donc 33 réponses, 100% de centres clinico-biologiques, donc de France et d'outre-mer. 44% des centres clinico-biologiques sont autorisés au don, avec une grande majorité autorisée depuis plus de 10 ans. Le plus vieux, 1973, le plus jeune, 2022. 81% des centres interrogés réalisent des inséminations avec spermatozoïdes de donneurs, en majorité depuis plus de 10 ans. Et l'activité, sur le petit tableau que vous voyez sur le côté, une activité qui est très hétérogène, avec un minimum de 4 inséminations avec don en 2023 et un maximum avec 968 inséminations réalisées en 2023, avec une moyenne incartique qui sont similaires à peu près 200. Je vous remercie. Merci à tous ceux qui ont déjà participé. Merci à tous ceux qui pensent participer. N'hésitez pas à contacter Sophie pour le moindre souci. Et donc, le QR code ou le lien est disponible dans le chat. Et merci beaucoup, Audrey, et merci à vous. Je suis disponible si besoin. Merci beaucoup, Bérangère. Donc, voilà, ces enquêtes qui sont parfois longues à remplir, même si celle, en l'occurrence, de la fédération est assez courte, hein, on l'avait indiqué dans le mail initial. Il s'agit d'une vingtaine de minutes au maximum pour remplir l'ensemble du questionnaire. Celui de l'agence prend probablement un peu plus de temps. Néanmoins, toutes ces données qu'on collige permettent de nourrir la réflexion et de répondre aux autorités sur, une fois de plus, le suivi de la loi de bioéthique. Donc, elles sont importantes et à ce titre, il nous semblait important de vous faire un retour sur ce qu'elles permettaient d'observer et de vous inciter, une fois encore, à participer à ces différentes enquêtes. Est-ce que vous avez des questions sur ces 2 enquêtes? Est-ce que certains d'entre vous qui auraient
qui auraient déjà participé auraient des difficultés supplémentaires qui n'ont pas été euh, exprimées et qui souhaiteraient avoir des réponses. On est disponible pendant ce temps d'échange pour que ce soit le cas et pour essayer de vous répondre si besoin. Madame Grèze? Cécile, bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question sur le fichier, sur les anciens donneurs que vous avez mis dans l'enquête. Il y a 3 colonnes. Et du coup, il y a la deuxième colonne où vous mettez nombre d'enfants nés des dons, oui, non. C'est juste pour savoir s'il y a eu une naissance. C'est pas pour qu'on vous mette combien d'enfants sont nés de dons. Puisque la troisième colonne, c'est est-ce qu'il y a au moins 5 enfants nés des dons? Oui, c'est d'abord un item qualitatif. Et ensuite, si la réponse est oui, il faudra renseigner. Je parle sous couvert d'Audrey. Oui, c'est bien ça. Voilà. Ok, alors il y a autre chose, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup de grossesses en cours. Alors, c'est vrai que je pense qu'on peut vous mettre un petit commentaire libre, parce que c'est vrai que ça paraît, sinon, l'impression qu'on a, c'est qu'il n'y a pas eu d'enfant né, mais ce n'est pas forcément le cas. Quand il y a 5-6 grossesses en cours, mais qui ne sont pas encore des accouchements, on peut vous le préciser? Ah, si vous avez la possibilité de le faire, on ne voulait pas alourdir trop Bon. l'enquête en vous demandant sur le stock ancien donneur les HCG positives en plus des naissances. L'objectif, c'était vraiment d'essayer de pouvoir répondre sur est-ce que cette mutualisation, elle a été utile et est-ce que ça a permis ou pas voilà, de prendre en charge des femmes seules ou des couples. Donc, si vous avez la possibilité d'accéder facilement à cette donnée, on est preneur des données complémentaires. Au moins la notion qu'il y a des grossesses en cours, et puis peut-être la mention pour certains donneurs que certes ils sont là, mais que certains, moi je pense qu'on n'est pas les seuls, on a arrêté de les utiliser, il y a encore des paillettes, mais on a considéré qu'ils ne marchaient pas bien. Enfin, c'était des échanges qu'on avait déjà eus. Bah, oui, Voilà. bah, du coup, effectivement, vous pouvez l'indiquer. C'est vrai qu'on a, comme le dit Anne-Claire, essayé d'alléger au plus possible, en fait, parce qu'on avait prévu un format avec une remontée de toutes ces informations-là, et en fait, on s'est dit que ça allait être un peu trop lourd. Mais si vous avez le temps de nous transmettre ces infos, on est tout à fait preneur. Ok, au moins partiellement, ça marche. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois une question sur l'harmonisation, sur les critères de prise en charge sur l'âge. Je veux bien peut-être que vous explicitiez précisément le sens de votre question. Madame Dorfin, si vous êtes... bon. Ah, vous n'avez pas de micro. Bon, bah écoutez, je vous verra peut-être si c'est sur l'enquête des sécos, peut-être que vous pouvez rediscuter avec Bérangère ou avec Sophie Loubersac. Voilà, je voudrais pas, enfin voilà, je voudrais pas répondre à une question que j'aurais mal comprise. Euh, la réaction des tutelles sur l'envolée de l'activité, je pense elle a été pas mal relayée, c'est-à-dire que effectivement, la multiplication par 7 à 8 des demandes, en particulier sur les prises en charge avec don de spermatozoïdes, a été beaucoup plus importante que ce qui avait été anticipé. Voilà, donc ça confirme en fait le besoin qui existait et l'opportunité de la décision qui avait été prise d'ouvrir ce droit à toute une partie de la population qui ne l'avait pas. Maintenant, on sait que ça a mis en tension les centres.
Et les autorités sont bien conscientes des difficultés que la filière a pu rencontrer dans le cadre de la mise en œuvre de la loi. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a fait à la fois ces enquêtes pour essayer de documenter, de documenter l'activité et son évolution, et que régulièrement l'agence organise en lien avec les professionnels, les ARS et les associations de patients des comités de suivi de la loi pour permettre les échanges et la prise en compte des difficultés et des évolutions souhaitées par les uns et les autres. Euh, on va, on aurait voulu pouvoir vous annoncer aujourd'hui la date à laquelle aura lieu le prochain webinaire. Malheureusement, c'est un nouvel exercice et on tâtonne encore un peu. On souhaite organiser un webinaire par mois jusqu'au mois de juin, avec des sujets qui restent encore à conforter en fonction des différentes priorités qui seront données aux différents points dans les mois à venir. On essaiera, on a eu une remarque à ce propos, de vous communiquer la date plus en amont pour que l'organisation vous soit plus aisée. Je vous propose, si personne n'a de questions complémentaires, que on puisse mettre fin à ce webinaire aujourd'hui. Je vous propose, enfin, je vous remercie à nouveau pour votre participation. On espère que vous aurez jugé les informations, enfin ce retour d'informations euh, intéressant. Et puis, avant de clore ce webinaire, je passe la parole à Mathilde Marmier, qui est la directrice PEG de l'Agence de la biomédecine, pour le mot de conclusion. Oui, bonjour à tous. Désolée, je me suis connectée en retard puisque du coup, j'étais avec l'équipe de Tenon qui a accueilli ce matin la ministre Catherine Vautrin. Donc voilà, je vois, on a justement la question des embryons dans le chat, donc ça va être l'occasion de pouvoir un peu échanger avec vous. Donc, ce matin, donc effectivement, Catherine Vautrin était en déplacement à Tenon. Je suis pas sûre qu'il y ait des collègues de Tenon qui puissent se connecter du coup parce on a terminé un petit peu plus tard que prévu là-bas. Mais en tout cas, elle a d'emblée elle-même mis sur la table le sujet des embryons à la fin, en disant qu'elle avait bien en tête toutes les problématiques, voilà, voilà, vu qu'elle engageait quand même aussi sa responsabilité personnelle, du coup, en prenant une décision, elle prenait le temps de la réflexion, elle a bien entendu, je crois, les contraintes des professionnels, et là, voilà, euh, il y avait la piste du Conseil d'État, de saisir le Conseil d'État qu'elle a mentionné. Elle a dit qu'elle avait des questionnements parce qu'elle se demandait, enfin, voilà, elle disait qu'il y avait un risque qu'il puisse dire non. Euh, et elle a également voilà, soulevé, enfin voilà, un peu soumis à l'idée des professionnels qui étaient là, le fait que ça puisse être les personnes qui elles-mêmes éventuellement enfin, signent enfin, un engagement, en tout cas actent bien quelque part qu'elles engageaient un projet avec possibilité que l'enfant n'ait pas accès à ses origines. Enfin voilà, en tout cas, elle a pu évoquer des pistes en disant que voilà, je pense qu'elle rendra vraiment très prochainement son arbitrage. Mais en tout cas, elle a tout à fait le sujet en tête. Voilà, elle en a échangé. Voilà, c'est une responsabilité qu'elle porte aussi personnellement. Donc je crois que voilà, elle a assumé prendre un petit peu de temps pour rendre sa décision définitive. Et évidemment, ça vous sera communiqué dès on aura un arbitrage. Voilà, mais en tout cas, enfin voilà, si on a des gens de Tenon, je pense qu'ils pourront témoigner qu'ils ont pu en direct l'interpeller sur le sujet. Elle a bien vu, enfin, elle a tout à fait le sujet en tête. Donc voilà. Ouais, ce que je peux vous dire, alors évidemment, on aurait bien aimé vous dire quelque chose voilà, mais enfin, je pense que la ministre chemine et devrait très prochainement rendre la position sur le sujet.
Et je crois que j'ai entendu aussi tout à l'heure une question sur juste est-ce que les tutelles sont, enfin le ministère en tout cas est informé de ces sujets de délai, etc. Bien sûr, et les instances qu'on a, donc les comités de suivi de la loi, les comités de suivi de l'assistance médicale à la procréation, sont également des temps où formellement il y a également les représentants du ministère qui sont là et on partage avec les représentants des professionnels, les représentants des associations et les représentants du ministère l'ensemble de ces sujets. Nous, par ailleurs, on les rencontre aussi très régulièrement. Donc bien sûr, il y a des points qui sont remontés tout à fait en direct. Merci. Donc, je vous propose de clore ce webinaire. Je vous remercie à nouveau tous pour votre participation et je remercie chacun de ceux qui ont fait une présentation. Et donc, rendez-vous au mois de mars avec une date qui reste à fixer pour le prochain webinaire. Et on essaiera de vous en informer aussitôt que possible. Bon après-midi à tous et à très bientôt.